Vous l'avez peut-être déjà vu, possibilité de laisser vos coordonnées pour ceux qui le souhaitent. Je me présente peut-être en 2 ou 3 mots, et puis comment se fait-il qu'on soit ensemble là ce soir. Je suis ingénieur agronome depuis longtemps maintenant, et depuis une quinzaine d'années, j'exerce comme sociologue à l'Institut Agro de Rennes, à l'école d'agro de Rennes, après avoir vécu depuis environ 25 ans dans les parages, en Ille-et-Vilaine, y compris comme conjointe d'exploitants dans bio, avec des gens qui sont dans la salle ce soir. Ce qui a été une expérience très forte aussi pour comprendre ce qui se passait, mais pas seulement. J'ai aussi travaillé dans le conseil, dans ce domaine-là, avant d'être enseignante. Et justement, comme enseignante à l'agro, quand le livre de Nicolas est sorti, j'ai trouvé important que les étudiants entendent parler de ces articles, de ce bouquin, de cette enquête très approfondie que tu as menée. Donc c'est comme ça qu'on a fait connaissance, puisque tu as accepté de venir à leur rencontre. Ce qui nous permet aussi, comme ça, dans la moyenne durée, de rediscuter, de réenclencher des débats. Donc merci de nous en réoffrir l'occasion, là, ce soir. Donc je me permets de rebondir un peu comme ça. C'est ce qu'on avait convenu, que j'improviserai sur un certain nombre de choses que tu dis pour amener des éclairages. Alors il faut que je trouve la porte d'entrée. Il y a peut-être... Je peux pas faire comme si il venait pas de se passer un coup de tonnerre dans le milieu agricole, là, depuis 15 jours, 3 semaines, là, quand même. On a été tous saisis par ce qui se passait. Et je pense que ça a fait surgir un certain nombre de questions du type, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il se passe tout ça ? Et puis peut-être une autre question par rapport au sujet qui nous anime ce soir, qui est de savoir comment, dans ce contexte-là, avec tout ce qu'on sait sur les pesticides, est-il possible d'enfoncer un coin dans la dynamique d'éco-phyto et de remettre en question cet aspect-là. Qu'est-ce qui s'est passé comme rapport de force pour que ça ait lieu ? Alors, les réponses sont pas du tout monofactorielles. C'est un faisceau d'explications qui font qu'on comprend petit à petit ce qui se passe. Et nous-mêmes, c'est bien de lever un peu le voile aussi sur comment la recherche se fait. Entre collègues, on échange énormément en ce moment pour décrypter la complexité de ces faisceaux et essayer de répondre le mieux possible aux questions qu'on se pose. Donc un des messages qu'on a mis en avant et qui est important de se remettre en tête, c'est qu'il y a un énoncé faux qui circule, qui est de dire les agriculteurs. Tous mes collègues sociologues, Sciences Po, etc., le premier truc qu'on commence à dire en ce moment, si on veut y comprendre quelque chose, il faut déconstruire cette expression de bloc et parler des agricultures, d'une variété de modèles, d'une variété de régions, d'une variété de situations, de taille, de revenus, d'orientation politique, de compétences, de savoir-faire, de manières de vivre ce métier qui sont extraordinairement hétérogènes. Et donc on ne peut pas conclure à ce que c'est que l'agriculture aujourd'hui, sauf à faire des statistiques et des grandes tendances, qui n'est pas très intéressant pour comprendre la finesse de tout ce qui se joue sous nos yeux. Donc une fois qu'on a posé ça, on peut se demander qui était dehors et qui a joué le jeu de cet enjeu-là assez récent autour des phytos qu'on n'a pas bien compris. En tout cas qui paraît étrange. Donc, le petit processus que Nicolas me proposait de mettre en avant, mais que j'annonce sous réserve, parce on se demande avec les collègues si c'est bien ce qui se passe, et on essaye de mettre des preuves là-dessus, sur une intuition ou sur une hypothèse, qui serait. Il y a un certain nombre de choses qu'on sait. Ce nous agriculteurs, les agriculteurs, est quelque chose qui circule dans l'univers des syndicats agricoles français, et essentiellement à la FNSEA et chez les JA, qui sont les deux syndicats jumeaux qui reposent depuis leur création sur une dynamique qu'on appelle corporatiste, ou le corporatisme, c'est un mot qui vous est sans doute familier, c'est-à-dire justement l'idée que les agriculteurs parlent d'une seule voix. C'est ce qui leur a permis, dans les années 60, de négocier avec le gouvernement pour l'agriculture française
des politiques d'accompagnement de cette transition, de cette lame de fond des changements qui était de passer d'un modèle paysan d'avant-guerre à une société qui s'urbanise, qui s'industrialise sous l'effet du plan Marshall, etc. Et donc à une agriculture avec moins de gens, du fait de l'exode rural qui était politiquement programmé, des plus grandes surfaces, et donc plus de production par personne. Donc les politiques qui ont accompagné ça, elles ont été négociées par ces syndicats et par le ministère, mais à une époque où c'était très particulier, ça ne s'est plus jamais reproduit dans l'histoire française agricole, qui était de dire, bon, on part de là, les régions françaises sont toutes paysannes à leur façon, dans une très grande variété, mais toutes paysannes, et c'est pas ce dont l'État a besoin en ce moment, c'est pas ce dont la société a besoin en ce moment. On a besoin de ce grand axe où on aura moins d'agriculteurs, on aura des plus grandes surfaces, on a des populations urbanisées à nourrir, il faut organiser ça. C'est de là qu'est né tout le modèle agro-industriel. Et pour le faire, il a fallu négocier une politique qui a assez vite été traduite au niveau européen dans la première version de la PAC, qui n'est plus du tout comme ça aujourd'hui, et une voie pour ces agriculteurs. Mais on partait d'un problème à résoudre, et d'un type de modèle agricole paysan qu'il fallait faire muter dans une direction. Bon. Donc ce corporatisme, à ce moment-là de l'histoire, il a eu son sens, il a été relativement fonctionnel. Depuis, de l'eau a passé sous les ponts, et ce que nous apprennent les sciences politiques, c'est que ces moments de l'histoire où il faut changer quelque chose dans la politique parce que les circonstances du moment ont changé. L'état de la situation a changé. Ces moments-là, ils ne sont pas très très fréquents. C'est comme des grands changements de braquet, quoi. Ils ne sont pas très fréquents. Avec mes collègues, on en identifie 4 depuis le début. Celui des années 60, qu'on a appelé la modernisation. Celui des années 80, où le monde est devenu global. La globalisation, la généralisation des transports, et le monde est aussi devenu libéral. Années 80, 90, 2000, cette grande période, comme ça, d'une 20, 25 années, c'est le moment où on a créé l'OMC, où les transports se sont popularisés, où Internet a éclos et a permis de négocier, etc. Et donc, à ce moment-là de l'histoire, on avait les excédents structurels en Europe, il fallait qu'on commerce, qu'on exporte, etc. À partir des années 80, on a complètement changé de modèle. On s'est dit désormais, excédent structurel, globalisation, il nous faut une agriculture exportatrice. Et donc il nous faut une élite de gens pour l'État qui sont capables de produire énormément, des très grosses quantités qu'on pourra aller jouer sur les marchés globaux parce que c'est l'intérêt de la France, du territoire européen, d'être compétitif. Alors ça ne s'est pas forcément beaucoup entendu dans le secteur agricole parce qu'en fait, ça a reposé sur la même élite que celle qui s'était déjà dégagée de la modernisation des années 60. C'est-à-dire qu'on leur a juste mis un coup d'accélérateur en disant « les gars, vous étiez déjà au top de la pyramide, là. On vous remet des aides, on vous remet des politiques d'accompagnement pour aller encore plus vite. Et vous produisiez déjà beaucoup, bon, c'était des excédents structurels, ça nous posait problème. Maintenant, on ouvre les frontières européennes, c'est ce qu'on veut, allez-y. » Donc au lieu de dire on change de braquet, ça a plutôt donné cette impression d'accélérateur. Et ce qui fait qu'une petite élite qui était déjà très productive a été appelée à rester cette élite, à se dégager encore plus, à être encore plus productive. Et c'est ce modèle-là d'agro-entrepreneur qui a été mis en avant. À partir des années 2000, la révolution des communications et d'Internet, etc., fait qu'on s'est rendu compte des problèmes environnementaux. On les connaissait déjà, mais ils ont circulé. Tout d'un coup, la société civile, les grandes ONG, les États même, ont commencé à ne pas pouvoir ignorer tous les effets secondaires qui se passaient autour de ça, y compris les effets environnementaux liés aux pesticides, justement. L'érosion de la biodiversité, la pollution des eaux, la perte de vitalité des sols, etc. Bon, donc il y a eu un nouveau changement de braquet, et le nouveau thème, c'était développement durable. À ce moment-là, c'est comme dans ces moments-là, quand les politiques changent, c'est comme si elles changeaient de direction, comme ça. Et que les modèles agricoles qui étaient mis en avant changent de direction, changent de priorité, et on en éclaire d'autres. Et donc, subitement, est apparue la nébuleuse qui existait, en fait, sur le terrain des différentes possibilités de faire de l'agriculture, qui était masquée par cette petite élite d'exportateurs, mais qui était tout cela. Et donc est venue au premier plan cette question de savoir si l'environnement c'était souhaitable, s'il fallait encore des pesticides, etc. Donc une mise en discussion de ce modèle d'élite. Donc à partir des années 2000, cette élite-là qui était de façon incontestée pionnière de cette technicisation de l'agriculture qui inclut les pesticides,
a commencé à avoir en face d'elle des forces sociales qui pouvaient être publiques, l'État ou privées, mais des grosses ONG, des associations, etc., des collectifs assez audibles, qui résistaient, qui mettaient en question ce qu'ils étaient en train de faire. Depuis cette période-là, il se passe quelque chose dans l'univers corporatiste, dans ce nous syndical, qui est plus compliqué qu'avant pour cette capacité de cette élite à capter les aides. Si on décrypte la situation dans laquelle les a mis cette émergence du développement durable et la montée en puissance de cette question environnementale, qui fait qu'on se questionne aujourd'hui aussi nombreux sur les pesticides par exemple, c'est que ce qui permet de capter des aides pour cette petite élite qui capte aujourd'hui, mais depuis, ça fait très longtemps que c'est comme ça, 80% des aides publiques sont captées par 20% de la population agricole. Pour que ça soit possible et que ça perdure, il faut pouvoir maintenir cette capacité à capter ces aides en dépit de ces nouvelles contestations. Et donc il faut pouvoir mettre en place un rouage assez étonnant qui est de pouvoir dire « nous les agriculteurs, nous souffrons de cette politique, il faut nous donner plus d'aide, il faut nous soutenir davantage, il faut maintenir notre modèle parce qu'on ne peut pas faire autrement ». Et envoyer dans la rue des gens qui souffrent en effet de manque d'aide, de plus faibles revenus, de contestation, etc. Donc ceux qui ne sont pas dans l'élite, les envoyer. Donc pouvoir dire nous sommes un seul syndicat, nous portons une voix commune, donnez-nous plus d'aide parce que nous souffrons tous ensemble, donc plutôt la base. Donc les aides arrivent, la négociation avec l'État se fait avec ces élites, et puis au moment où elles viennent, ou au moment où on dérégule un peu les lois, etc., ce qui vient de se passer pour Ecophyto, ça profite en fait à cette petite élite qui capte l'essentiel et qui remet en route la même boucle. Donc, ce qui est intéressant de comprendre, c'est aussi les effets sur le terrain de ce processus-là, une fois qu'on l'a décrypté. C'est-à-dire que si on veut comprendre dans quelle arène se jouent les phytosanitaires, dans quelle situation de complexité des modèles ça se joue, il faut comprendre aussi sur le terrain à quoi on a affaire. Les effets de ces politiques de modernisation depuis les années 60, accélérées dans les années 80 et maintenues par cette inéquité de répartition des aides et inéquité d'organisation des structures agricoles, fait qu'on garde sur le territoire, quand on regarde les stats, une assez petite population qui détient des exploitations très grandes et très artificialisées finalement, très intensifiées. Donc si on regarde les stats françaises en ce moment en agriculture, l'exploitation française type, elle est assez grande, avec très peu de main-d'œuvre, beaucoup moins de main-d'œuvre qu'avant, et du coup une nécessité de compenser par la machine, par une certaine technicité, l'absence de possibilité de faire avec les humains ce qu'on doit faire pour entretenir le milieu, pour que tout se passe bien. Or, cet effet-là, il repose en particulier sur les phytosanitaires. Et la sélection de ces structures très grandes fait qu'on a une population qui est celle qui est juste infra de cette élite et qui, du coup, statistiquement est très représentée en nombre, et qui a atteint ce que j'aime bien appeler le plafond de verre, c'est-à-dire par ces effets d'agrandissement successifs, quand des gens partent à la retraite, toutes les exploitations ne sont pas reprises, donc les terres sont reprises à côté, elles vont agrandir, les exploitations qui sont présentes, vous connaissez cette stat, sur 3 départs en retraite, 2 vont aux agrandissements, une seule exploitation est reprise. Par cet effet de petite agrégation comme ça, on arrive à des situations d'exploitation où la main-d'œuvre s'en va petit à petit, il y a un petit peu moins de repreneurs, les enfants ne s'installent pas tous, des associés s'en vont, etc. Donc les exploitations deviennent plus grandes, ont moins de monde, et deviennent en même temps plus grandes par une agrégation de plus de terres. Et donc on atteint petit à petit des situations, je l'ai vu plein de fois en enquêtant avec les étudiants, des situations où c'est plus possible de faire le travail correctement, comme on l'aurait fait justement dans un mode d'entretien moins exigeant, en machine, en pesticides, en artificialisation. Et on se trouve dans des situations où non seulement on ne peut plus tout faire, donc on a des gens qui élèvent plus leurs veaux, qui entretiennent plus les parcelles lointaines, etc. Mais on souffre physiquement, donc on a toutes les maladies professionnelles qui atteignent les articulations, les douleurs, etc. Et on souffre aussi psychiquement de la sensation de ne pas bien y arriver, de ne plus savoir où on en est. Enfin, cette souffrance psychosociale, elle est aussi très importante.
Et donc, à mon sens, quand on a compris que ceux qui étaient dans la rue, c'est ceux qui sont un peu en dessous et qui souffrent, et qu'ils souffrent des types de maux que je viens de vous énoncer, les phytosanitaires sont une solution pratique, parce qu'elle est rapide. Quand on les questionne là-dessus, ils expliquent très facilement que ce qu'on fait avec un herbicide, par exemple, le Roundup, très classiquement le débat sur le Roundup, on le fait en 1 heure de passage de machine, alors que si on devait passer la RC-Tri, il faut plusieurs heures, il faut 3 heures, 4 heures pour faire la même opération, c'est-à-dire enlever les mauvaises herbes dans le maïs, dans nos modèles agricoles. Donc dans ces moments dans ces situations où on a atteint le plafond de verre, les phytos sont finalement une solution relativement accessible. Et dans ce contexte de difficulté, il y a un autre facteur qui joue, qui est celui de l'agro-industrie, qui est le rôle des conseillers COP qui font leur chou gras là-dessus. Et il y a quelque chose qui a été dénoncé par l'État, acté par l'État dans le cadre d'Ecophyto, qui est que auprès de cette population-là d'agriculteurs, qui est assez particulière, le plafond de verre fait que prendre les décisions tout seul, gérer son exploitation tout seul, c'est difficile. Donc ils font appel très, très facilement à cette nébuleuse de conseillers qui vient dans l'exploitation et qui participent aux décisions qui sont à prendre, en particulier les conseillers de coopératives qui viennent à la fois réfléchir à l'aval, comment on va commercialiser, etc., mais aussi aux pratiques de gestion de l'exploitation. Et parmi ces pratiques, il y a la proposition d'acheter des phytos en disant ça sera vu sur la facture en fin d'année, vous vendez du lait, on vous défalquera les dépenses, et nous on vous fournit les phytos, c'est bien commode, vous n'avez pas les commandes à passer, c'est fait en groupe. Mais ce qui est connu, c'est qu'il y a des contrats de survente, c'est-à-dire que les coopératives servent de cheval de Troie aux entreprises de phytosanitaires, qui ont des contrats de vente avec les conseillers techniques, qui sont encouragés à proposer plus de quantité, plus de passages, des doses plus élevées que le minimum nécessaire, etc. Ce qui est un autre facteur qui a été dénoncé. Donc dans Ecophyto, il y avait une décision de l'État de dégrouper le conseil en phyto et les coopératives. Donc il y a tout cet ensemble-là qui finalement concourt à ce qu'on a eu sous les yeux aujourd'hui, qui rend difficile le résumé de la situation en quelques phrases, mais qui permet au moins de s'interroger sur où essayer d'agir sur ces différents processus. Je rebondis un peu sur ce qu'on vient de vivre et peut-être donner quelques éléments d'éclairage aussi, parce que c'est pas facile en fait effectivement de situer, d'expliquer là les événements des derniers jours, et il y a des choses qui sont peut-être encore trop fraîches, mais moi je travaille en fait aussi pour un article à venir là sur la période récente et au-delà des dernières semaines et des derniers mois sur la période qui s'est ouverte pour moi, je prends des pincettes, mais en 2017-2018. On a, comme tu le disais Catherine, une période particulière à partir des années 2000 où les conséquences néfastes du productivisme agro-industriel sont de plus en plus visibles et représentées, et où le modèle dominant, disons, est fragilisé, particulièrement dans les années 2010, avec plusieurs choses qui sont à mon avis importantes. C'est l'interdiction des OGM en Europe. Là on a une sorte de traumatisme pour tout un tas d'acteurs agro-industriels, fabricants d'eux, mais pas uniquement. Parmi cette élite aussi dont tu parlais, je pense qu'il s'agit d'un traumatisme, cette interdiction de l'utilisation d'OGM. Donc là, on est à la fin des années 2000, début 2010, dans ces eaux-là, si je ne dis pas de bêtises. Et puis ensuite, on a également une petite musique médiatique qui commence à monter à cette époque-là, qui est portée notamment par Élise Lucet, qui a, à mon sens, un gros impact dans l'opinion, notamment avec ses émissions sur les pesticides. On a le bio qui monte en puissance avec parfois des croissances à 2 chiffres, etc.
Donc on a quelque chose qui est en train de se passer. En France, on a Stéphane Le Foll qui est au ministère de l'Agriculture 2012-2017, qui, on peut penser ce qu'on veut du PS de François Hollande et de Stéphane Le Foll, mais qui, à l'évidence, est l'un des ministres, ou si ce n'est le ministre de l'Agriculture en France, qui a le plus poussé le sujet de l'agroécologie sur le devant de la scène, quoi. Avec, comment dire, des réussites et des échecs, mais peu importe. Toujours est-il que le sujet est là. En Europe, on a également ces mêmes prises de conscience, ces mêmes questionnements médiatiques. On a des discussions à la fin de la décennie ou à partir du milieu de la décennie qui vont aboutir plus tard sur le pacte vert européen, la stratégie Farm to Fork, donc l'idée... alors j'y vais avec des pincettes pour tout ce qui est politique européenne, parce qu'il faut un doctorat en PAC pour parler précisément de la PAC, tellement c'est compliqué. Mais quand même, l'idée est globalement de verdir un peu tout ça. C'est-à-dire tout le package de politique européenne comment dire, qui inclut les politiques agricoles. Donc on a à ce moment-là le commencement du début de peut-être un tournant vers l'agroécologie. Alors je dis bien c'est le commencement, parce qu'effectivement on n'a pas fait la révolution en 2015, et il y a un certain nombre d'acteurs à ce moment-là et d'observateurs qui peuvent d'ailleurs penser que tiens, les choses sont en train de changer, quoi, parce qu'on
Moi, c'est à cette époque-là aussi, en tant que journaliste, que je sens... alors peut-être qu'avant j'avais pas assez de sources dans la FNSEA, mais que je sens le bloc majoritaire dont tu parlais se fissurer aussi. C'est-à-dire que j'ai des gens à l'intérieur de la grosse machine qui commencent à me parler comme des militants de Greenpeace ou d'Eau et Rivière, et donc à reconnaître les impasses en question. Là je me dis mince, si même eux ils reconnaissent qu'il y a des impasses, c'est que vraiment il se passe quelque chose. Et là on est en 2015, 2016, 2017. Et puis, en fait, il se trouve, et c'est un peu de l'interprétation, mais comme je vous disais, je travaille en ce moment sur ce sujet-là, qu'on a probablement le début d'une contre-offensive. À partir de 2017-2018, le Lion était blessé, mais le Lion avait encore quelques ressources. Et là, il va se passer tout un tas de choses qui ne sont pas forcément directement liées entre elles, qui sont à diverses échelles, à la fois européennes, à la fois françaises, avec différents acteurs, à la fois politiques, mais aussi économiques, des lobbyistes aussi. Il va se passer tout un tas de choses qui vont faire que finalement ce modèle dominant, cette agro-industrie productiviste, va se réarmer jusqu'à finalement aujourd'hui. Et on a assisté depuis lors à plusieurs choses. Ça a été une stratégie dont on peut trouver des traces. Moi, il y a des documents qui sont sortis, qui sont des documents d'un lobby agrochimique à l'échelle européenne, qui met noir sur blanc une stratégie pour torpiller, par exemple, le pacte vert européen et particulièrement la stratégie de la ferme à la fourchette. Donc il s'agit d'aller décrédibiliser les politiques en cours en disant attention, ça va amener l'Europe à moins produire, le risque c'est la famine, en exagérant un peu. Tu peux redire de la ferme à la fourchette? Ouais. Tout le monde n'était pas... Oui, c'était cette fameuse stratégie européenne Farm to Fork, donc en bon français de la ferme à la fourchette, qui, là encore avec les politiques européennes, je ne vais pas dans tous les détails parce que j'ai peur de dire des bêtises, mais il s'agissait quand même d'avoir un début de tournant agroécologique, de peut-être produire un peu moins. Il y a cette question des jachères qui doit être incluse dedans, je crois, et de réduction des pesticides. Mais vas-y. Alors, astérisque, note de bas de page. La stratégie Farm to Fork, c'est la déclinaison de ce qu'on appelle le Green Deal, qui est au niveau de l'Europe une espèce de grand cadre qui gouverne depuis cette période-là, depuis à peu près 2020, toutes les politiques sectorielles européennes, c'est-à-dire pas seulement l'agriculture, mais l'industrie, la santé, les transports, d'autres domaines. Et le principe du Green Deal est d'essayer de lutter contre le changement, les grandes crises, en fait, c'est-à-dire changement climatique, érosion de la biodiversité et problèmes environnementaux en général qui sont liés aux deux premiers. Donc, dans le domaine agricole, la traduction de ce Green Deal, ça veut dire le contrat vert en anglais, s'appelle Farm to Fork, de la ferme à la fourchette en version française. C'est-à-dire l'idée que dans le secteur agricole, on va lutter contre le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, etc., les grandes crises environnementales. Et ça s'est traduit dans la réforme de la PAC qui a été négociée par Dacian Ciolos, le commissaire européen, dans les années justement 2014. Elle a été mise en route autour de 2014-2015. Ça a été un peu lent, mais c'était à ce moment-là, au moment que tu décris. Ça s'est traduit par un coup de tonnerre dans les aides PAC, qui est que pour la première fois de l'histoire de la PAC, c'est-à-dire remonte à 1956, les aides qui vont dans la poche des agriculteurs, dans le compte en banque, sont soumises à des contraintes environnementales, non pas, comme c'était le cas depuis longtemps déjà, sur candidature, j'ai envie d'adhérer à une certaine mesure environnementale, je veux replanter des haies, je monte le dossier, je candidate, on va me donner des aides pour planter, c'est volontaire, c'est contractuel, etc. Ça, c'est le deuxième pilier de la PAC. C'est à peine un quart de l'argent de la PAC.
Les 3/4, c'est ce qu'on appelle les aides directes, et ce sont des aides aux revenus qui ont été conçues pour aider cette propulsion agro-industrielle depuis les années 80, puis elles ont changé dans les années 2000, mais elles continuent dans la même direction. Et pour la première fois, dans cette réforme de la PAC 2014-2015, percevoir ces aides a été soumis à des contraintes environnementales, c'est-à-dire que même les plus agro-industriels devaient respecter un cahier des charges écologiques très faible, hein, ça a été beaucoup discuté que c'était pas grand-chose, puis il y avait un effet fusée, c'est-à-dire que plus on voulait avoir des aides, plus il fallait s'engager dans des contraintes environnementales. Et en plus, on a fait un méchant coup dans le dos, tant qu'à expliquer ce qui s'est passé. Cette réforme de 2014-2015, là, elle a en plus eu un petit effet redistributif. On a enlevé une partie des aides les plus... qui allaient aux exploitations les plus grandes pour les redistribuer sur les 50 premiers hectares. C'est-à-dire qu'on est venu aider, pas les petites fermes, enfin voilà, les 50 premiers hectares, c'est-à-dire la base, un socle. Donc c'était une politique qui était à la fois écologique et sociale finalement. Voilà. Donc évidemment, quand on est très agro-industriel, exportateur, qu'on cumule des terres, qu'on a des ambitions, c'est très embêtant une politique comme ça. Donc parmi les choses qui se jouaient, la PAC vient d'être renégociée, réformée. Là, on est en train de traduire sa mise en œuvre en France. Il s'est joué le fait d'alléger ces contraintes-là. Voilà. Et c'est ce que... Mais je t'ai interrompu, c'était juste une note de bas de page. Très bien astérisque. Et c'est ce qu'aujourd'hui... Je l'ai éteint. C'est ce qu'aujourd'hui Ursula von der Leyen a annoncé solder définitivement, non? Alors pas à ma connaissance. Non, c'est pas ça. Pour finir la note de bas de page, ce qui a été négocié là, dans la dernière réforme en date, c'est que ce qu'on a appelé le verdissement de la PAC, cette contrainte écologique qui était imposée depuis la précédente réforme, c'est devenu plus facultatif. Voilà. C'est-à-dire que ça permet d'avoir des additionnalités comme dans les aides, mais la base est redevenue sans contrainte. Ce qui est un vrai succès hein, de la part des détracteurs de ce modèle. Merci. Donc on a des lobbies qui, à cette époque-là, et des intérêts, des entités agro-industrielles, mettent en place des stratégies pour contrer ce début de commencement de tournant. Et dans cette stratégie, il y a mettre en avant le fait que si on prend ce tournant, on va plus réussir à se nourrir. Voilà. On va plus produire. En gros, c'est quasiment l'invasion de criquets, quoi. Et en fait, et ça c'est plus ou moins écrit noir sur blanc hein, dans des documents qui ont fuité. Et en fait, on se rend compte que ça coïncide avec une petite musique qui commence à monter en France à la même époque, à partir du Covid, en fait, juste après le Covid, et encore plus après la guerre en Ukraine, qui est celle de la souveraineté alimentaire, dont on a énormément entendu parler ces dernières semaines. Et la souveraineté alimentaire, elle apparaît dans la bouche de leaders FNSEA, de ministres. À ce moment-là, hein, moi, je n'avais jamais entendu parler ces gens-là avant, quasiment, de souveraineté alimentaire. Et pour cause, en fait, la souveraineté alimentaire, il faut savoir que c'est un concept qui est porté dans les années 90 par Via Campesina, qui est une ONG altermondialiste, donc à l'opposé politiquement de la FNSEA, à tout hasard. Et en fait, la souveraineté alimentaire, c'est quoi? Ça définit le droit pour un peuple à produire lui-même son alimentation de façon saine et durable, sans intenter à la souveraineté alimentaire des peuples d'à côté. Donc il y a une logique de durabilité, de solidarité, de justice, etc., en même temps de production. Ça n'exclut pas non plus le commerce, l'échange, mais dans une certaine mesure avec certaines règles. Voilà ce que c'est la souveraineté alimentaire. Et en fait, ça n'a pas grand-chose à voir, c'est lié, mais c'est pas la même chose que la sécurité alimentaire, c'est-à-dire la capacité qu'on a à s'approvisionner suffisamment dans un territoire donné pour manger. Ça n'a pas non plus, c'est pas non plus la même chose que l'autosuffisance alimentaire. C'est le fait de produire sur un territoire suffisamment, en théorie, pour nourrir les habitants de ce même territoire. Et bien entendu, c'est pas la même chose non plus que la puissance
alimentaire, la puissance agricole, qui est davantage liée à la balance commerciale. Et en fait, ce qui s'est passé ces dernières années, à mon sens, c'est qu'il y a eu un coup de génie, une sorte de... c'est un coup de maître, une manipulation des mots et des concepts qui a réussi à faire passer la souveraineté alimentaire pour ce qu'elle n'était pas, c'est-à-dire pour notre capacité à nous nourrir. Mais c'est pas ça en fait la souveraineté alimentaire. Et on a tout mélangé. Donc la souveraineté, la sécurité, etc. On a tourné la tambouille et on a fait une sorte de soupe avec ce mot qui est très fort et contre lequel, finalement, on est tous d'accord, quoi. Quand on dit, attendez, il faut assurer la souveraineté alimentaire, premier étage, deuxième étage, il faut réarmer l'agriculture. Voilà. Et bien entendu, je veux dire, on veut tous être souverains alimentairement parlant. Donc, oui, très bien, souveraineté alimentaire, c'est vrai, guerre en Ukraine. Inflation, Covid, on a vu qu'on était fragile. Effectivement, il faut arrêter ces politiques folles et décroissantes, qui plus est, la décroissance étant le mal absolu, de transition vers un autre modèle qui est chimérique et qui en plus est imposé par des bobos écolos des villes, qui sont idéologiques et idéologisés. Il faut bien entendu arrêter tout ça parce que ça va nous conduire vers la famine. Ou si ce n'est pas la famine, c'est la perte de notre souveraineté alimentaire. C'est-à-dire qu'on va dépendre des autres si ça continue, à force de produire un peu moins. Parce qu'il faut savoir que les scénarios agroécologiques, il y a plusieurs études qui ont été faites, en gros, où l'idée des études de scientifiques, l'objectif c'est est-ce qu'on peut nourrir l'Europe, accessoirement le monde, sans pesticides de synthèse, sans engrais de synthèse, avec moins de pétrole, avec une agriculture productive et avec des ventres pleins d'ici à 2050. Réponse oui, avec des scénarios très élaborés, etc. C'est tout à fait possible. Alors, c'est pas simple, tout ça est compliqué, ça demande beaucoup d'efforts, etc. Mais c'est possible. Et en fait, ce que ces scénarios prévoient, dans chaque cas, c'est une légère diminution des rendements, de fait, notamment si on passe en tout bio, qui est évalué entre 15, 20, 25%. Donc diminution des rendements, donc de la production en Europe, mais qui serait compensée par diverses choses, à commencer par une meilleure alimentation, une alimentation plus équilibrée, moins de protéines animales et d'une manière générale moins de produits animaux et davantage de protéines végétales et de produits végétaux. Donc c'est possible, théoriquement, et donc de cocher un certain cas aussi, changement climatique, effondrement de la biodiversité, fin des énergies fossiles, etc., des trucs qui vont s'imposer à nous, en fait, qui s'imposent déjà à nous. C'est possible, mais ça implique certaines choses, ces transformations, là on parle plus de transition, on parle de transformation majeure de nos modèles agricoles et alimentaires. C'est possible, mais par contre ça implique des choses, et notamment, probablement que ça implique une baisse des rendements et de la production en Europe. Donc on peut considérer que finalement une baisse de la production c'est pas si pire que ça. Et en fait là on a tout un tas d'acteurs qui se sont jetés sur l'occasion pour dire mais attendez, les rendements baissent, ça va plus du tout là. On importe de plus en plus. Et donc il y a eu une dramatisation aussi quand on lit certains rapports de politique de sénateurs qui sont souvent des sénateurs plutôt LR et plutôt proches de la FNSEA, une dramatisation comme ça en disant attention, la ferme France est en train de décrocher. Ce qui n'est pas totalement faux, au sens où nos rendements plafonnent en fait en France depuis la fin des années 90. Pour diverses raisons, parce que déjà on a multiplié les rendements par 2 entre 1970 et 1990. Donc il y a un moment où les arbres ne peuvent pas monter au ciel. Voilà, c'est déjà énorme. Et puis par ailleurs, on a perdu de la surface agricole utile. Et puis par ailleurs, on a moins de paysans. Donc effectivement, stagnation des rendements malgré les béquilles de la chimie de synthèse. Comment j'en suis arrivé là? J'ai retrouvé le fil.
On a une stagnation des rendements en France, etc. Oui, et on a non pas un décrochage, contrairement à ce qu'on peut entendre là ces dernières années, mais plutôt effectivement une légère érosion de la production totale globale en France depuis les années 2000-2010. Mais les statisticiens de France Agrimaire l'ont dit noir sur blanc il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas, c'est pas non plus, il n'y a pas péril en la demeure. Ça n'empêche qu'il y a des problèmes de population paysanne, etc. Mais en termes de production, c'est-à-dire tout ce qu'on produit, si on inclut le vin, les céréales et tout ça, les fruits, légumes, il n'y a pas péril en la demeure, en fait. Et ce qui s'est passé ces dernières années, c'est ce fameux narratif, avec en manipulant la notion de souveraineté alimentaire, qui a collectivement tenté de faire croire qu'en fait, il y avait péril en la demeure et qu'il fallait absolument réarmer pour redevenir souverain. Le problème, c'est que réarmer dans l'idée d'un certain nombre d'acteurs qui ont promu ce réarmement en manipulant la notion de souveraineté alimentaire, ça veut dire produire plus, encore plus, avec plus, ou en tout cas pas moins, de pesticides de synthèse et d'engrais de synthèse, et toujours plus de technosciences, de machines, etc. Voilà. Mais cette agriculture-là, en fait, elle est absolument pas souveraine. C'est pas la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire que c'est une agriculture qui dépend du gaz de Russie ou de je ne sais où pour produire les engrais azotés de synthèse. C'est une agriculture qui dépend d'un certain nombre de firmes qui ne sont pas forcément européennes pour les pesticides de synthèse. John Deere, comme chacun sait, le siège social ne se trouve pas en Europe. Voilà, j'en passe et d'autres. On pourrait parler des semenciers également. C'est une agriculture qui dépend, pour ce qui est des protéines, qui est très dépendante de l'importation du soja, entre autres choses. Donc, la majeure partie du soja qui est consommé par nos animaux ne provient pas du sol européen. Donc, en fait, cette agriculture-là, qu'il s'agit actuellement de réarmer, soi-disant, pour qu'on retrouve notre souveraineté alimentaire, eh bien, elle n'est pas du tout souveraine. Voilà. Et là, on a pour moi une des explications aussi, alors j'ai été un peu long, je m'excuse, mais de ce qu'on vit actuellement. Tu peux ajouter qu'elle n'est pas souveraine aussi du point de vue économique, parce que le thème que cette agriculture-là serait compétitive est une construction. Si on regarde les statistiques, toujours en tendance, la moitié de ces revenus est composée d'aides publiques. C'est-à-dire que si demain matin, il n'y a plus de pétrole, elle ne fonctionne pas, non seulement pour alimenter les machines, mais aussi pour fabriquer les engrais et les phytosanitaires qui sont tous d'origine pétrolière, en tout cas les engrais azotés. Et si demain matin, on enlève les aides PAC, cette agriculture s'écroule du jour au lendemain également, puisque elle n'est pas capable de dégager... et c'est même pas qu'elle n'est pas capable, elle a été conçue depuis les années 80 pour être à la fois compétitive sur les marchés mondiaux, donc vendre à des prix qui sont plus bas que les coûts de revient sur le territoire européen, et conçue en même temps pour tenir sur le territoire européen. Et pour faire ça, on a fait abracadabra, oui, des aides PAC, la moitié du revenu. Donc elle n'est pas compétitive non plus du point de vue économique. Et moi je trouve ça fantastique que du point de vue rhétorique, on ait réussi à faire pénétrer dans l'imaginaire commun que cette compétitivité-là est au prix du réarmement, de la chimisation, etc., et des aides PAC, alors que justement, c'est exactement le contraire, c'est qu'on a fabriqué une machine qui n'est pas compétitive. J'aime bien le terme réarmement parce qu'il nous reconnecte avec notre sujet de ce soir. Si on se remet dans les années 60, le modèle technique qui a été choisi, il reposait sur les tracteurs et la chimie. Et c'était justement une conversion de l'économie de guerre. C'est-à-dire qu'on savait faire jusque-là, pendant la guerre, on savait faire des tanks et des armes chimiques, et on sortait de là une Europe exsangue, qui avait plus de sous, qui avait plus d'agriculture, qui avait plus de main-d'œuvre. Donc le plan Marshall est arrivé, a dit voilà les tracteurs, voilà les techniques, mais en fait, c'était des techniques de guerre. Et je pense que c'est pas du tout innocent que les communicants de l'Élysée de Matignon aient choisi ce terme. Parce qu'il reconvoque directement le recours à cette version-là de l'agriculture, à ces techniques-là. Peut-être à titre de fermeture-ouverture de ce qu'on vient de dire en quelques phrases, je vous avais dit tout à l'heure, c'est pas une erreur, qu'il y avait 4 changements de politique, je n'en ai cité que 3.
celui des années 60, celui des années 80, et puis celui du développement durable des années 2000. Il en manque un, qui est celui que Nicolas vient de décrire. Donc je vais raconter la même histoire, mais avec mes petits instruments de sociaux. Depuis ces années, depuis 2014 exactement, on a des signaux d'un nouveau changement de direction du projecteur. C'est-à-dire de ce que l'ambiance politique définit comme souhaitable et s'apprête à soutenir. En 2014, en France, il y a eu un double événement qui a été la publication de la loi d'orientation agricole, qui s'appelait loi d'avenir, elles ont des petits noms en général, qui contenait dans son article 2, c'est-à-dire vraiment on désigne la cible, vraiment le terme agroécologie, en disant que c'était désormais le modèle pour la France. Alors on peut débattre, est-ce que l'agroécologie version les uns c'est la même agroécologie que version les autres, qu'est-ce que c'est que l'agroécologie forte, faible, n'empêche que par rapport à ce que c'est que cette agriculture réarmée, pour lui donner un petit nom pour ce soir, l'agroécologie c'est de toute façon un problème. Parce que ça veut dire changer quelque chose. Même lentement, même à la marche, ça veut dire quand même s'enquiquiner si on fait une histoire courte. Bon, premier coup de tonnerre. Deuxième coup de tonnerre, juste à côté, le PNA, Programme National pour l'Alimentation, qui est un plan interministériel où il y a la santé, l'environnement, l'agriculture, sort un appel à projet adressé au territoire, à l'échelon le plus local de l'action publique. L'appel à projet pour les projets alimentaires territoriaux. Donc c'est l'illustration en France, dans une politique qui vient de l'État, de cette ambition de souveraineté alimentaire par le local. C'est-à-dire l'idée que dans un territoire donné, ceux qui mangent, ceux qui produisent, ceux qui décident, ceux qui transforment, ceux qui transportent, ceux qui stockent, ceux qui en pensent quelque chose, et ne font rien de tout ça, mais ont envie d'y réfléchir, ont le droit de se mettre autour de la table. Alors, à eux de trouver dans quelles assemblées, comment ils veulent se constituer, mais ils font un diagnostic ensemble, ils se donnent une feuille de route ensemble pour réfléchir à leur système alimentaire territorial. Alors si on se replace dans le référentiel des années 80, exporter, produisez pour exporter, il y a un petit changement dans l'air quand même. Donc quand on met agroécologie et projets alimentaires territoriaux côte à côte, on se dit, ah ben tiens quand même, le projecteur n'éclaire plus la même chose. Ce qui est désigné comme souhaitable par les années Le Foll a complètement changé. Donc ce qui arrive dans ces cas-là, ce que disent les sciences politiques, un auteur qui s'appelle Pierre Muller, qui inspire tout ce que je vous dis, c'est que ces changements de braquet du projecteur, les mots qu'il emploie, c'est « ne se font jamais sans violence ». Un changement de référentiel de politique publique ne se fait jamais sans violence. Alors, il va même jusqu'à écrire, et je vous parle, il n'écrit pas tel quel, mais j'ai relu un de ses articles hier, je vous parle bien de violence matérielle, pas seulement de violence symbolique d'État. Les deux ont lieu. La violence symbolique d'État, elle est là d'emblée, c'est-à-dire que quand on dit aux uns, bon, non, ce que vous faites, ça ne nous intéresse plus, on fait circuler, on va s'occuper de cela, ceux qui étaient là et qui étaient sous les projecteurs avant, ont pour réaction de dire bah, attendez, on faisait tout bien, on faisait ce que vous nous aviez demandé, donc ça va plus, qu'est-ce que vous faites pour nous? Donc, dans ces moments-là, il y a violence symbolique d'État parce qu'on discrédite quelque chose qu'on avait valorisé. Bon. Ça se traduit immédiatement par une violence physique et matérielle qui est que ceux qui sont là et qui sont plus sous les projecteurs réagissent et vont défendre leur steak, éventuellement en déversant du fumier devant les préfectures, ou en mobilisant les tracteurs et en balançant les routes, etc. Une violence beaucoup plus matérielle, qui peut être aussi verbale, etc. Donc ce que dit Muller, c'est que ces changements de référentiel de politique publique, il ne faut pas s'imaginer que c'est des débats de feutrés d'alcôve. C'est des moments de l'évolution de l'État, de l'évolution de la vie d'une nation ou d'un collectif national ou international, qui sont hyper rudes. Et qui sont imposés, non pas de l'intérieur ou parce qu'on a réfléchi tous ensemble que ça serait bien de changer quelque chose, mais c'est à chaque fois parce qu'il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur ou globalement qui nous arrive à tous, qui fait qu'on n'a pas de choix. On est obligé de se coltiner ce genre de changement. Donc ce qui s'est passé entre 2014 et 2020, parce que s'ils étaient dans la rue là, ces derniers temps, c'est que ça, on est toujours dans cette tension-là, c'est que... on avait déjà, en 2014, une perception que des crises arrivent qui n'ont rien d'équivalent, notamment le changement climatique, la fin du pétrole, des choses qu'il va bien falloir scoltiner.
depuis 2020 et la crise du coronavirus, on est même entré dans une période que des analystes, vous avez peut-être entendu le terme, appellent permacrise, c'est-à-dire que la crise ne s'arrête plus. C'est plus, il y a une crise, puis après ça va aller mieux. C'est une espèce d'enchaînement. Donc on a eu le coronavirus, la guerre en Ukraine, une série de tempêtes, une série de sécheresses, qui sont une expression des évolutions climatiques. Et c'est dans cet univers incertain et de risque permanent qu'il faut désormais naviguer et construire nos politiques publiques. Donc dans ce type d'univers, on a 2 scénarios possibles. Il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas dans les réflexions publiques, dans ce qui se dit, dans ce qui s'expérimente, il y a 2 grandes voies qui se dégagent. Celle que j'aime bien appeler reprendre la main, c'est-à-dire de l'alimentation par le local, vers le local. Enfin, ces systèmes alimentaires territoriaux, que ce soit les projets alimentaires territoriaux ou autre chose, mais cette stratégie de se dire, qu'est-ce qu'il y a à côté de chez moi? Est-ce qu'on ne peut pas discuter? Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à ce qu'il nous faut? Comment le produire? Comment faire ensemble? Etc. Ce qui permet aussi de refaire alliance socialement, se reprendre la main, et aussi de reprendre la main politiquement, en se disant, on décide par nous-mêmes. On y va, il faut réfléchir à que faire du foncier, il faut réfléchir à comment installer des agriculteurs, quelle agriculture il nous faut, on va se voir, on va se parler, on va essayer de... Voilà. Donc cette voie-là, qu'on peut appeler la voie de la résilience alimentaire territoriale. Et puis l'autre voie, c'est la voie que tu décrivais, qui est une voie ultralibérale, au contraire, qui consiste à dire la résilience, c'est produire beaucoup, commercer beaucoup, avec un maximum de partenaires possibles. Comme ça, s'il y a un partenariat qui ne marche plus, parce qu'une aire géographique du monde étant... il y a des incendies, ou il y a une guerre, où on ne peut plus y aller, on aura toujours autre chose. Donc il faut avoir beaucoup à échanger, donc produire beaucoup, et avoir beaucoup de partenaires pour pouvoir avoir ce tissu commercial, etc. Alors cette voie-là mobilise les élites du système précédent qui s'est bâti depuis les années 80. C'est-à-dire des gens qui ont énormément de moyens, qui les ont captés, qui les ont renforcés pendant cette période-là, parce que quand on est sous les projecteurs, on capte les moyens, donc on se renforce. Et qui ont une capacité de réseau et de lobbying qui est extrêmement puissante, et qui explique la violence de la réaction qu'on vient de voir, qui est une violence de réseau, dans laquelle il y a des agriculteurs, mais il y a aussi des agro-industries, etc. Alors les 2 voies sont toujours là, elles sont en bras de fer, là, en ce moment. La quantité de gens, je pense que ça se vaut, voire c'est davantage. C'est une espèce de mouvement silencieux. Et comme tu dis, Nicolas, de toute façon, ce qui nous vient au devant, on ne pourra pas l'éviter. Et personnellement, mais on peut en débattre, hein, moi je crois que la voie de la résilience alimentaire territoriale est plus solide face à ce qui nous arrive que la voie du macro-commerce. Mais bon, c'est un sujet de discussion.